Allez, on va reprendre pour la dernière session de l'après-midi sur la communication avec et vis-à-vis des institutions, des médias. Donc, première partie, une présentation par Agnès Delaval de l'ARS Île-de-France sur l'uniformisation de la communication des bilans victimaires avec Civic, entre autres. Agnès, c'est à toi. Ça te gêne si on reste là? Non, c'est pas ça. Hein? Bah, il faut qu'il te le laisse. Pour avoir une... Ah oui, c'est ça. Oui, oui. Si tu l'as là. Pour avancer, c'est là. Ouais. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous présenter en un quart d'heure le bilan victimaire suite à l'instruction ministérielle de décembre 2022. Je vais résumer, parce que en principe, on a 1 heure de formation et sur l'outil, ça fait 6 mois sur laquelle on travaille. Je vais faire de mon mieux. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que le bilan victimaire est basé sur le nombre de victimes, mais pas seulement. Donc, dans Civic, il y a 2 possibilités. Il y a les accidents catastrophiques à effet limité et ou en situation sanitaire exceptionnelle. Tout ceci donne des victimes et il va falloir analyser soit en nombre, soit en typologie de blessures. Pourquoi ? Parce qu'il faut déjà pouvoir prendre en charge, donc ce sont les moyens de terrain, mais également l'incidence l'impact qu'il y a sur l'offre de soins. Il faut comprendre que 50 UA/UR est tout autant important que 10 victimes grands brûlés. Tout simplement parce que c'est une question de nombre de places en aval. Il y a également... On n'a pas un répété parce que c'est quelque chose. Ouais, mais c'est... Et moi, je suis vieille, je vois pas. Communication interministérielle et aussi l'information au public et aux proches. Alors, pardon. Tout ceci est basé sur 2 guides Orsec Novi du ministère de l'Intérieur et le guide Orsad à ma vie qui est sur le guide Orsan qui est en train d'être réécrit pour le ministère de la Santé. Alors, l'objectif de cette instruction ministérielle est la méthodologie commune pour harmoniser les bilans victimaires entre les services. Ça va élaborer les bilans successifs et harmoniser le terme que l'on va employer pour les bilans. Donc voici ce tableau. C'est dommage, on ne le voit pas assez bien. On ne peut pas avoir un répétiteur là, c'est hyper chiant. Pardon, excusez-moi. Donc, il faut comprendre que sur le terrain, rien ne va changer. La terminologie va rester la même. Urgence absolue, urgence relative, les impliqués et les décédés. Ce premier bilan provisoire qui va venir du terrain va être communiqué et on peut le communiquer à la préfecture et au procureur si c'est nécessaire. Et eux, s'ils ont besoin de communiquer via les médias, ils vont employer d'autres termes. Donc, les UA deviennent blessés graves, les UR deviennent blessés légers, victimes impliquées, victimes décédées. Concernant les établissements, 2 événements vont leur tomber dessus, si je peux dire, c'est-à-dire les victimes régulées, qui sont les UA et les UR, mais pour eux, l'orientation va se déterminer sur l'orientation des services intensifs ou classiques, voire retour de domicile, impliqués, décédés pour les victimes qui vont se présenter spontanément. La temporalité des bilans va se faire sur le bilan provisoire en 2 temps, donc comme je vous ai dit, dénombrement de terrain. Merci, c'est très gentil à vous. Ce sera plus agréable. Et également le dénombrement hospitalier par les arrivées spontanées. Les bilans consolidés puis confirmés se fera par l'ARS avec les enquêtes suivantes.
Donc, il y a un énorme, par cette instruction ministérielle, un énorme travail demandé aux ARS qu'il va falloir chercher. C'est une enquête à long terme, pendant l'événement, mais après l'événement. L'ARS va pouvoir aussi travailler avec la police judiciaire si le ministère de la Justice est activé. Toc, ça fonctionne. Merci. Donc, il faut comprendre qu'il n'y a pas un outil, et c'est bien dommage. Il y a deux outils avec lesquels on travaille. Le système Sinus, qui est donc le système terrain, et interfacé par l'outil Civic, qui lui est un outil qui commence dès le terrain au niveau des SAMU, jusque dans les établissements de santé. Mais également, Civic est accessible pour les ARS et également pour le ministère de la Justice. Ce petit schéma en bas regroupe les différents systèmes employés et mis à disposition au niveau de l'ARS. Nous avons Sinus, SI-SAMU, on l'a pas de façon directe, mais on va pouvoir l'avoir, et Civic. Alors, ce numéro Sinus est très important. Il a 80%, il a comme objectif 80% de l'efficacité du bilan victimaire. Chaque victime doit avoir un numéro Sinus mis au poignet, voire à la cheville si ce n'est pas possible. Et ce numéro est très important puisqu'il un code qui oriente et qui détermine un petit peu d'où vient la victime. Le TR, par exemple, c'est le terrain. Il y a le code départemental. Si on pense qu'il y a multi-sites en attentat, il est toujours intéressant de savoir d'où vient la victime. Il est important également sur le côté de type de numéro. Donc, je parlais du TR pour le terrain, mais également, dès qu'il y a une victime qui se présente spontanément, elle va avoir un sinus civique HP, donc son numéro sinus sera un HP, et si la CUMP prend en charge les victimes, elle aura un numéro HX. Alors, il n'y a pas l'animation, ça c'est un petit peu embêtant. C'est pas grave. Donc, pourquoi j'ai pas mon animation? Ah, c'est pas cool. Bon. Donc, globalement, vous avez le schéma en 1, tout d'un coup. Donc, c'est pour rappeler un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Donc, l'événement, il y a un certain nombre de victimes. La première catégorisation est faite par les secouristes et qui vont mettre un bracelet sinus et orienté vers les zones. Tout le monde le prend photo, et les zones prédéfinies. Donc, le point de rassemblement des victimes va comporter les UA et les UR. Les victimes qui vont au point de rassemblement des impliqués, des regroupements des impliqués vers le centre d'aide des impliqués. Et puis, hélas, il faudra créer une zone mortuaire. La zone PMA, puisque c'est un concept de zone, puisque vous le savez, on peut avoir plusieurs PRV et pas de PMA, et inversement, et est un lieu où la catégorisation qui a été effectuée en UA et en UR va être redéfinie en triage médical et réévaluée pour les victimes. Une UA peut venir un UR et vice-versa. Et également, il peut rejoindre la zone mortuaire. Tant que les victimes ne quittent pas cette zone terrain, l'évaluation, le dénombrement des victimes peut évoluer en UA et en UR. Dès que le SAMU régule et oriente
les victimes en UA et en UR vers les établissements ciblés répondant à leurs problématiques, le dénombrement de terrain ne changera pas. Donc au niveau de la communication, si vous avez 10 UA ou 5 UR, ça restera toujours 10 UA et 5 UR. Sauf dans un cas, je vous en parlerai tout à l'heure. Cette première partie est le portail Sinus, utilisé par les pompiers, et c'est vraiment un point important. S'ils ne le font pas, toute la suite ne suit pas. Les pompiers ont effectivement avancent le fait que s'il y a de nombreuses victimes et qu'ils n'ont pas forcément le temps de correctement remplir la fiche de l'avant et d'orientation, mais c'est pas vraiment très important puisque au sein des établissements, il va y avoir une vérification d'identité. En cas de nombreuses victimes ou de dépassement de nombre de victimes dépassant le nombre de lits qu'on a, par exemple en Île-de-France, l'ARS va déclencher le plan Orsan à ma vie et ouvrir le portail civique si celui-ci n'est pas ouvert par le SAMU. Donc, pour reprendre, bracelet Sinus, catégorisation sur le terrain. Le SAMU ouvre civique et sacrémente sur le Sinus pour prendre toutes les informations que les pompiers ont mis dans Sinus, confirme le triage médical et oriente vers les établissements. Les établissements de santé vont également vérifier, identifier, orienter et remplissent civique, et ça c'est très important. Je vous donne dans civique une image, c'est l'intérieur de civique que l'on peut ouvrir au sein de l'ARS. Pardon, hop. Et vous allez avoir tous les noms, et dans cette colonne est agrémentée toutes les UA, toutes les UR, la partie pompier, la partie SAMU et toutes les orientations. En gros, pardon. Hop. Donc, vous avez le nombre du A, le nombre du R. Vérifie, là, au niveau de civique, au niveau de l'ARS, apparaît 5 victimes qui vont être donc orientées vers les établissements prédéfinis et préciblés. Chaque établissement va accueillir les victimes et va les rentrer dans civique et les orienter, retour domicile, urgence, réa, etc., etc. Tout ceci va donner un premier bilan provisoire, numéro 1. La suite, et ce que je vous disais tout à l'heure, si une victime est décédée, c'est la seule chose qui va changer et remonter au niveau de Sinus, et c'est la seule chose au niveau de la transmission préfectorale qui va changer. Le reste ne change pas. Va donner donc un provisoire numéro 2. Pour les victimes qui arrivent spontanément, elle a un numéro HC qui va arriver dans un tampon Sinus au niveau de l'ARS et il va falloir vérifier si ce n'est pas un doublon, une personne qui vient vraiment de l'événement. Donc c'est le rôle de l'ARS avant de le remettre dans Sinus et donc dans le compter dans l'événement. Alors, pardon, toc, je me gourde de créer. Donc, les dispositifs spécifiques dédiés aux victimes et à leurs familles, lorsqu'il est activé, c'est Signal, donc c'est info publique, sert notamment à collecter les informations sur les personnes recherchées et par les proches. Et le système CIVAC, qui est piloté par le ministère de la Justice, s'il est activé. Merci.
L'info au public est donc mis sur Signal. Pardon. Il faut savoir que Signal, toute information aux familles est importante sur l'orientation vers où la victime a été orientée. Pardon. Toute information explicite sur un décès ou sur une inconscience ou un problème n'est pas donnée et n'apparaît pas dans Signal, donc ils ne peuvent pas le transmettre à la famille. Ça, c'est tout le schéma judiciaire. Les enquêtes judiciaires sont là pour identifier les personnes inconscientes et décédées. Ça, c'est la partie globale étatique qui emploie et qui met en place toute la partie communication entre le terrain et les proches et les familles. Pour finir, la première partie, je viens de vous l'expliquer. Il faut donc finir l'événement terrain est terminé. L'ARS a donc une deuxième partie de travail et va faire le bilan consolidé avec toutes les personnes qui ont été inconscientes ou décédées et l'identité confirmée. Elle va donc consolider le bilan, puis ensuite consolider, identifier les blessés quand toutes les victimes auront été prises en charge et orientées. Le préfet peut, communiquer en même temps que le procureur. Et pour conclure, ce qui est important, c'est de connaître ces systèmes d'information, de communication. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est que tous les acteurs qui prennent en charge les victimes, quel que soit leur rôle, soient effectués. Si l'un des maillons ne joue pas le jeu ou ne remplit pas ou ne sait pas ou ne veut pas, tout le reste du système ne peut pas travailler et donner un bilan victimaire correct. Voilà. Je vous remercie. Avez-vous des questions? Merci Agnès. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Je suis désolée, ça a été très rapide sur un sujet. C'est un sujet qui est difficile. Oui. Mais on sait qu'il est très important. Alors moi, en tant qu'acteur, je serais toujours un petit peu inquiet, en tout cas sur les remontées terrain et la confusion qui est de toute façon un paramètre que aucun système pourra complètement contrôler. Et on le sait, et ça a été le cas le 13 novembre, mais dans tous les retours d'expérience qu'on a, où évidemment qu'il y a une énorme confusion sur le bilan victimaire, en tout cas dans le premier temps. Peut-être que de toute façon, on voudrait trop vite vouloir informer et utiliser. Bon, tu as expliqué, mais peut-être que d'avoir, ça sera un des sujets qu'on va aborder dans la table ronde, mais d'avoir du temps justement d'accepter cette phase initiale de confusion qui est inévitable. C'est pour ça que l'instruction est claire, c'est que dès que le SAMU a régulé et orienté, le bilan provisoire ne change pas, sauf pour les décédés. Comme ça permet, ou ça ne permet pas aux médias ou aux préfets ou aux procureurs d'avoir d'autres informations et d'autres chiffres qui bougent tout le temps. Ça va faire la transition avec la table ronde. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une dernière question pour Alors, Agnès? s'il n'y a pas de questions, je vous invite tous à vous former à Civic, parce que ça serait vraiment très très bien. Voilà. Ça prend 1 heure et le travail ensuite en est facilité. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup Agnès. Merci. Et on va laisser la place à la table ronde. Alors, on va mettre en place la table ronde.
Stéphane. Et vous? Ah bah oui. Alors, c'est une table rectangulaire. Mais c'est ce qu'on appelle une table ronde. On peut se regarder. Moi, ouais. Donc là, maintenant, on va faire une table rectangulaire sur le thème de la relation entre les experts que nous sommes et les autorités et les médias, donc dans une seule table ronde. Donc on va essayer, on a du temps, et on va essayer de traiter ces deux sujets, mais qui finalement, à mon avis, ne sont qu'un seul. Je vais vous présenter rapidement nos 4 experts. Ils n'ont pas besoin d'être présentés, mais je vais le faire quand même. Donc, il y a le docteur François Braun, qui est un spécialiste de la médecine d'urgence, qui a été chef de service des urgences de Metz, président de SAMU Urgences de France. Ah, il a aussi été ministre de la Santé pendant 1 an. Et quand même. Il y en a au moins un qui s'en souvient. Ça fait plaisir. C'est même pas marqué. On a Stéphane Etcheverry à notre droite. Alors, vous avez une passion commune, c'est le rugby. Donc, si sur le thème qui est la catastrophe, vous n'avez rien à dire, vous avez le droit de dévier sur le rugby. Donc, Stéphane est un journaliste reconnu. J'ai été prendre un café avec lui. Il était déjà reconnu par... Bah si, c'est quand même un signe. Quel honneur. Et donc, il a, par exemple, pour l'année dernière, quand Monsieur François Braun était ministre, lui, il était sur LCI à faire la matinale. Gérald Kierzek, alors il a la double casquette. Vous êtes médecin urgentiste, vous travaillez en corps évidemment. Et comment? Il est de garde ce soir. Ouais, en général, quand je le croise, il me dit que j'étais de garde la veille. Mais parce que c'est vrai, j'en fais 2 par semaine. Donc c'est toujours un médecin ultra actif, mais qui a aussi cette connaissance particulière des médias, parce qu'il est chroniqueur dans de très nombreux médias, commencé par France Télévisions. Je suis le médecin de Télématin, voilà. Après avoir été longtemps sur LCI et sur TF1, et puis accessoirement France Bleu, et puis un peu de presse écrite. Et Europe 1 ? Ça, c'est fini. France Bleu. Et Patrick Lagadet, que on connaît tous, qui depuis 30 ans nous enquiquine à nous expliquer qu'on n'a rien compris à la crise, qui a développé tout un tas de concepts sur les risques techno, sur la force de réflexion rapide et d'autres, et qui nous oblige tous à regarder la crise avec un regard un petit peu humble. Et c'est ce qu'on aime chez lui. Donc on va essayer de vous faire partager tous les 4 et de vous confronter à ces soucis de communication. Et ça a été dit un peu par Agnès, donc je vais peut-être demander à Monsieur le ministre en premier, mais évidemment on a introduit cette notion que à la fois le politique, mais aussi les médias n'attendaient pas forcément ou avaient besoin d'informations, parce que il y a d'un côté on a toujours quelqu'un sur le plan stratégique qui a besoin d'informations pour guider et prendre les bonnes décisions, et puis pour les médias on a aussi les citoyens qui s'impatientent et qui voudraient savoir y compris combien il y a eu de morts, et que ce soit comme Agnès l'a dit, quelque chose de précis et de fiable. Comment vous faites avec cette on fait comme on peut. Oui, merci Mathieu, merci à la SFMC de m'avoir invité à partager ma petite expérience avec vous. La communication en situation de crise, sans refaire les grands principes, mais pour le politique, en tout cas ce que j'en sais, si tant est que je sois si politique que ça, c'est pas certain. Et pour le politique, c'est quelque part la volonté de contrôler l'information. Il faut être clair, c'est-à-dire que les journalistes sont sur le dos des gens sur le terrain, sont sur le dos des politiques encore plus, et il y a une volonté de fermer un petit peu cette information et finalement ne communiquer que quand l'information sera sûre et vérifiée. Et en même temps, il y a un besoin de communiquer de façon plus large, soit pour rassurer, soit pour montrer qu'on est sur le terrain, soit pour... Alors, la communication, elle a quand même
tout cas, moi, je me suis rendu compte qu'elle a beaucoup changé par rapport aux années de médecine de catastrophe il y a 15 ou 20 ans, de par l'immédiateté de la communication. Je prends un exemple simple. Quand il y a eu l'explosion de la maison tout près d'ici, là, il y a quelques mois, j'étais encore ministre, j'avais l'information et les photos sur mon téléphone par le SAMU de Paris avant même que l'information soit diffusée, donc ce qui permettait d'avoir déjà une idée de ce qui se passe. Et si moi je l'avais, plein d'autres personnes l'avaient forcément, dont les journalistes. Donc on est un petit peu coincé dans le principe de dire on ne communique pas tant que l'information n'est pas sécurisée et tant qu'on n'est pas certain de ce qu'on dit, parce que quand on dit une bourde, en politique, c'est pas très très bon quand même, ça nous retombe dessus. Et d'un autre côté, comme l'information file dans tous les sens, on est quand même obligé d'être présent. Donc je crois que la chose, c'est mais ça revient plus au principe de l'urgentiste, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, quel est le bilan à un instant T, et surtout avoir l'humilité de dire que c'est un bilan provisoire et qu'on attend plus d'informations. Voilà très schématiquement ce qu'on attend, mais c'est d'avoir l'information très très vite. Il n'y a rien de plus pénible que d'avoir un coup de téléphone d'un journaliste qui dit qu'est-ce qui se passe à tel endroit, il y a eu telle chose, il y a eu telle autre. Ça ne va pas du tout. Donc, un autre exemple que j'ai eu à gérer, qui est la pauvre infirmière qui s'est fait poignarder à mort à Reims. On a l'information tout de suite, heureusement, parce que dans les 3 minutes après, on a les médias qui déboulent et qui veulent des informations. J'étais à Genève, il y en a quand même un qui a trouvé à Genève, alors que je sortais pour aller prendre l'avion, et rentrer pour me poser la question tout de suite à la sortie de l'OMS. Alors que quelque part, ça n'avait pas grand-chose à faire, mais je savais très bien que c'était ensuite sur les réseaux dans la minute. Donc si on n'a pas l'information, on est perdu. Il nous faut une information et il faut avoir l'humilité de dire que cette information est temporaire, provisoire, quel que soit ce qu'on peut dire autour de ça. Est-ce que, alors, les journalistes, je te mets dans les journalistes, mais évidemment surtout Stéphane, vous acceptez justement cette notion que de laisser du temps aux politiques et aux experts sur le terrain? Je dois dire, merci à tous d'être aussi nombreux cet après-midi pour cet échange. Je dois dire que voilà, l'axe prioritaire, c'est effectivement la gestion du temps. Il n'y a pas la même temporalité entre nous, ce qu'on recherche, et vous, ce que vous faites sur le terrain et la manière dont vous voulez communiquer. La communication n'est peut-être pas si importante pour vous, elle l'est énormément pour nous. Il faut savoir que sur les chaînes d'infos, par exemple, puisque c'est d'elles dont on parle, il y a à peu près 16-17 millions de Français qui voyagent quotidiennement sur les chaînes d'infos. Il faut bien se rendre compte de ce que c'est, et d'où l'attente et l'appétence vis-à-vis de ça. Et vous, dans vos métiers, vous avez beaucoup, j'écoute les échanges depuis la table ronde précédente, vous avez beaucoup de débriefing, de retours d'expérience, de savoir comment se sont passées les choses, comment on les a appréhendées. Sachez que nous aussi, dans nos chaînes de télévision, dans notre encadrement, dans ce qu'on fait, on a beaucoup également de débriefing pour savoir si on a bien fait. Et il y a plein de situations où on se rend compte qu'on n'a pas bien fait. Parce qu'on est allé trop vite, parce qu'on a eu des mauvais invités, des mauvais intervenants, pas des axes de réflexion suffisamment pointus pour délivrer la bonne information. Mais c'est vrai qu'il faut en faire face aussi à une attente démesurée de la population. Je pense qu'on n'a pas du tout la même gestion de cette temporalité-là. Mais ce qui ressort de tous ces débriefings, c'est qu'aujourd'hui, je pense on s'est amélioré sur le fait de pouvoir dire et ne pas avoir honte de le faire. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé, c'est trop tôt pour le faire. On a été souvent, peut-être à tort, trop rapide en avançant des choses qui n'étaient pas vraies ou pas recoupées ou pas justifiées. Aujourd'hui, on peut très bien se permettre de dire, et ce n'est pas du tout une honte, parce qu'on a compris aussi que les gens comprenaient qu'il fallait du temps, en l'expliquant, mais c'est vrai qu'il faut bien le communiquer. Aujourd'hui, sur le terrain, sur cette situation de catastrophe, c'est trop dur de vous dire combien il y a de victimes. Vous voulez le savoir, mais on ne peut pas vous le dire vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, on a compris, nous aussi, que ça ne nous était pas préjudiciable. Même s'il y a toujours cette course. Vous savez, les plus grosses audiences des chaînes d'infos récemment, moi j'étais un peu dans le système par exemple, parce que je travaillais à BFM à cette époque-là, il y a eu évidemment le Covid, qui était où tous les soirs la grande messe des chiffres, parce que tout le monde attendait les chiffres, si vous voulez. C'était quelque chose de terrible. Les plus grosses audiences, il faut le savoir, étaient là.
et les plus grosses audiences étaient les dimanches matins sur la grave crise sociale des Gilets jaunes, où en fait, toute la France attendait de savoir ce qu'était devenu Paris la veille. Donc, il y a quand même, vous voyez, c'est ça qui est difficile pour nous. C'est qu'on est alimenté par cette appétence, mais en même temps, il faut être suffisamment professionnel pour dire on ralentit. On ralentit le rythme parce qu'on ne peut pas savoir. Donc, sachez nous aussi, comme vous, on travaille beaucoup sur ces sujets. Je pense que Gérald, qui a la double culture, encore une fois, qui connaît la réalité du terrain telle qu'on la vit nous, mais qui connaît aussi les impératifs médiatiques. Est-ce que tu rejoins Stéphane? Alors, moi, je ne suis pas journaliste déjà, je suis médecin intervenant dans les médias. Mais c'est important de le dire, et notamment pendant toute la crise Covid. Moi, j'étais là comme consultant, mais je ne suis pas journaliste, et c'est vraiment un rôle différent. Tu l'as dit, l'accélération, François aussi, accélération, très claire, avec une temporalité qui va plus vite dans les médias, et le politique court un peu derrière parfois. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la temporalité s'est accélérée côté médiatique, et la concurrence s'est accélérée côté médiatique. Il y a 4 chaînes info, par exemple. Et il faut aller sortir de l'information, le premier, l'information France Info TV, l'information LCI, etc., mais sans trop dire de conneries. Parce que un journaliste, il est censé avoir une déontologie, une vérification, tu l'as dit, recouper les informations. Et donc, c'est vraiment ce dilemme-là. Et moi, finalement, je suis le maillon intermédiaire entre les journalistes, les rédactions et le terrain pour justement décrypter, donner des infos, si possible, les plus vraies possibles. Et on a vu que l'expertise, on pourrait la remettre en cause. Quand on voit, tu parlais du Covid, quand on a vu des néphrologues parler du Covid pendant des mois et dire beaucoup de sornettes sur le sujet, c'est la même chose sur de la médecine d'urgence ou de catastrophe, avec parfois, parce que c'est marqué médecin, parce que c'est marqué docteur, on va interviewer les journalistes qui n'y connaissent pas grand-chose, parce que ce n'est pas votre culture. La médecine, vous avez un docteur, vous allez lui poser la question. Donc le docteur, s'il est urgentiste, moi je me définis un peu comme bi-appartenant, tu l'as dit, non pas hospital universitaire, mais média et médecin, et urgentiste. En plus, urgentiste, ça permet d'être un peu urgentiste de l'info et de toucher un peu à tout, comme on le fait tous et toutes quand on est dans les services d'urgence. On n'est pas cardiologue, mais on est un petit peu cardiologue. On n'est pas néphrologue, mais on est un petit peu néphrologue. Bref, on est capable de parler d'un sujet sans être expert, mais en tout cas, de pouvoir donner un décryptage le plus pertinent possible et freiner, comme tu dis. Freiner parfois en expliquant pourquoi. Moi, c'est Thomas Soto qui me disait, je ne comprends pas pourquoi le matin, il y a 5 urgences absolues, où la personne est en urgence absolue, et l'après-midi, il témoigne sur BFM. Les journalistes ne comprennent pas ça. Alors que nous, notre classement en urgence absolue, on sait très bien que c'est le tri sur place, et puis rapidement, on va lui passer le scanner corps entier, et on va voir que finalement, il n'a pas grand-chose, et il sera plus classé en urgence absolue. Il va sortir peut-être le soir même, et donc il témoignera sur les chaînes info. Mais pour les journalistes, c'est très compliqué, cette notion du nombre de victimes. UA, UR, c'est passé un peu dans le langage journalistique, alors que ce que ça veut dire pour nous, ça ne veut pas du tout dire la même chose pour les journalistes. Et du coup, vous ne comprenez pas que de 5 UA, on passe finalement à 3 blessés légers et 2 impliqués l'après-midi. Donc ça, c'est mon rôle, moi, de donner de l'information, donner des biscuits les plus pertinents possibles, en essayant de freiner un peu les ardeurs. Et vous, je dois reconnaître que les journalistes n'annoncent pas des bilans comme ça sans que ça soit recoupé. Source préfectorale, source... Ou en tous les cas, quand on l'annonce, on source. Si vous voulez, sourcez, vous êtes tout quasiment annoncé, sûr. Selon la préfecture. Vous voyez souvent dans les bandeaux, vous savez, selon la préfecture, chiffre de l'ARS, chiffre du ministère de la Santé. C'est vrai, chiffre du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne d'autres chiffres. En tous les cas, les données consolidées que nous, factuellement, on donne sont des données, sont pas des données qu'on va choper sur les réseaux. Ce sont des données qu'on vous explique. Voilà ce que communique le ministère de la Santé, voilà ce que communique le ministère de l'Intérieur ou l'Agence régionale de santé. Mais parfois, et c'est ce qu'a dit Gérald, c'est-à-dire qu'il y a un effet de communication qui est recherché. Tu veux dire de buzz ? Oui, j'appelle ça la communication, mais ça va peut-être être le buzz. Tu l'as dit, les UAUR maintenant sont plus utilisés pour faire le buzz. Mais nous, on ne connaissait pas cette terminologie il y a quelques années. Hein. Oui, mais alors peut-être pas toi, mais je peux te garantir qu'il y en a, ils l'ont tout de suite très bien compris, beaucoup mieux que la plupart des médecins qui... c'est-à-dire ça a été compris, le triage, la catégorisation UAUR a été très vite compris par les journalistes, plus vite que probablement dans les facs de médecine. J'exagère, mais à peine. Tu confirmes.
Et là, c'est le problème, entre guillemets, de l'expertise médicale. Je vous invite à regarder le document, enfin, c'était pas un documentaire, mais l'émission hier sur France 5 sur la perte de la parole scientifique pendant la crise Covid. Et c'est un peu de ça dont on a parlé. Donc là, maintenant, je vais envoyer la balle à Patrick. C'est comment toi, en tant que... Alors, tu n'es ni médecin, ni un professionnel des médias, mais tu connais bien la crise. Comment, et je sais que tu aimes cette maîtrise du temps et cette notion d'incertitude, comment tu pourrais conseiller à la fois le politique, les médecins que nous sommes, ou pompiers et secours, et les médias, face à toutes ces données qui arrivent à toute vitesse et ce besoin d'informer en permanence? Peut-être deux choses. Un, je commence par une expérience personnelle. Soir de Fukushima, France 24. Question, est-ce qu'il faut évacuer Tokyo en ce moment? Et ce que vous allez dire est opératif, parce que vous avez tous les expats qui sont sur le coin, qui ne croient plus ni en TEPCO, l'industriel, ni au gouvernement. Donc là, vous êtes directement dessus. Heureusement, la seule leçon que j'ai, c'est que dans une situation où vous ne pouvez pas savoir, et où c'est extrêmement impliquant, la seule chose que vous pouvez faire pour garder votre crédibilité, c'est d'apporter du sens et du cadrage. Et moi, j'avais passé l'après-midi avec des Américains qui sont des collègues pour savoir où on en était et qu'est-ce qu'on pouvait dire pour ce genre de questions. Et donc, si vous n'avez pas cet apport de recul, cet apport de sens qui permet d'ancrer un peu ce qui se passe, vous êtes fichu. Parce que là, vous n'allez pas jouer à toute vitesse avec les réseaux et puis à celui qui dit le pire qui gagne le gros lot, quoi. Donc, capacité de recul. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, globalement sur le sujet, c'est que chacun joue en dehors de ses ancrages habituels, aussi bien côté communication, avec tout ce qu'on voit, que côté intervention. Je prends ce qui s'est passé sur AZF, où les ancrages même de la médecine de catastrophe, c'est un peu compliqué, quoi. L'alerte, comment elle vient pas. Deuxièmement, qu'est-ce qui sort? Des rumeurs. Qui vous dit quoi? Il y a des bombes dans tout Toulouse. Alors je vais où? Troisièmement, dans les schémas qu'on a vus, et qui doivent être connus, le site, il n'est pas fermé, puisque les gens arrivent par centaines sur les hôpitaux, enfin 200 pour l'un, 100 pour l'autre, avant que le SAMU soit sur place. Et après, on vous indique qu'il faut fermer les vitres et les entrées d'air. Il n'y a plus aucune vitre, il n'y a que des entrées d'air. Et puis que le bâtiment, c'est pas sûr qu'il tienne. Maintenant, tu te débrouilles. Et comment vous communiquez avec un préfet, ce qu'on a vu tout à l'heure, alors qu'il n'y a plus de communication, puisque c'est rasé. Bon, voilà la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ou bien, je prends un autre exemple. Supposez demain un autre accident chimique sur Rouen, et une fois encore, on ne déclenche pas FR Alert, et là, des petits hackers bien sympathiques vous annoncent qu'on sait ce qui se passe, c'est extrêmement grave, phénomène santé extrêmement rapide, dans une demi-heure, précipitez-vous aux urgences, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et vous faites quoi? Le centre de crise devient l'hôpital. Bon, comment, dans cet univers-là, on peut travailler? Et pour répondre à ta question, c'est s'il n'y a pas d'anticipation sur ces sujets hors cadre, aujourd'hui, pour travailler sur qu'est-ce qu'on a dans la tête comme type de questionnement face à cette mise hors de nos cadres habituels, s'il n'y a pas ça, vu le contexte dans lequel on est, on aura beaucoup de mal à faire rentrer des crises dans les schémas habituels, sauf s'ils sont très simples. À ce moment-là, on les applique, il faut les connaître. Donc, excellence dans le connu et inventivité dans l'inconnu. Et c'est ça la nécessité aujourd'hui. Et tu mets la communication dans l'anticipation et aussi l'innovation pendant la crise. Je pense que si on n'a pas intégré des enjeux qui nous sortent complètement de la tête et qui se poseraient, si on n'a pas intégré ce genre de choses, on aura beaucoup de mal à faire face. Je repense à ce qui s'est passé à Nice le 14 juillet. Pour les gens qui sont là, il y a l'hôpital à côté. C'est marqué hôpital. Et pour les gens de l'hôpital, c'est marqué pédiatrique. Mais ils ne comprennent pas que... Bon, mais pour les gens... Bon, voilà. Et si on ne s'est pas habitué à travailler autrement que dans ces cadres habituels, s'ils fonctionnent, très bien. Mais s'ils ne fonctionnent pas, il ne faut pas qu'on soit assis derrière, on dit on va attendre qu'elles rentrent dans le cadre, parce qu'autrement, on ne peut rien faire, quoi. Donc là, il y a vraiment un travail à faire. Le problème, c'est que c'est très, très loin de nos cultures cartésiennes et très, très loin de notre culture de crise. Parce que pour nous,
les habitudes de crise, c'est donnez-moi plein de réponses et je vais coordonner toutes ces réponses. Et puis si je suis bon, ça va marcher. Aujourd'hui, on est projeté sur des terrains qui ne sont plus cela. Et donc, si on ne veut pas perdre les batailles les unes après les autres, il faut vraiment qu'on institue des formations en matière de crise qui ne soient pas, je vais vous rappeler quelles sont les règles, mais qui soient, attendez, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas dans les règles? Et c'est ça le grand enjeu d'aujourd'hui. Si on se trompe là-dessus, on va aller tout droit, hein, mais on appliquera bien les règles, mais à côté du problème, quoi. Et là, l'enjeu, il est énorme. Alors, concrètement, sur la communication, par exemple, si on reprend l'exemple de Patrick d'AZF, vous en tant que ministre, vous en tant qu'expert, consultant, enfin, chroniqueur, mais expert médical, ou Stéphane en tant que journaliste, comment vous auriez pu justement, face à une situation complètement incertaine et chaotique, apporter la meilleure information et la meilleure communication? Je vais dire que j'ai deux choses un peu contradictoires. La première, c'est qu'en tant que ministre, c'est très facile quand il y a une crise, parce que c'est le centre interministériel de crise. Et un ministre n'a rien à dire à partir du moment où le centre interministériel de crise est activé. Et dans ce cadre-là, la communication, c'est la communication du gouvernement. C'est extrêmement travaillé, c'est extrêmement filtré, c'est vérifié, etc. Je dirais que c'est la solution la plus confortable, finalement, si nous, on est amené à communiquer. De façon générale, un ministre, ça communique que quand il a l'aval de Matignon. Hein. On ne s'amuse pas. En tout cas, un ministre de la société civile comme moi, j'étais très surveillé sur mes communications. Voilà. Après, il y a autre chose. Il y a le versant, ça je dirais que c'est le ministre homme politique. Après, il y a le versant politicien, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire, et je vous invite à aller lire les ingénieurs du chaos, qui est un livre extraordinaire sur justement l'utilisation politique des nouveaux médias et de l'immédiateté. Le politicien, il faut qu'il réagisse. S'il ne réagit pas, il est mort. Donc lui, il va avoir tendance à surréagir sur des tweets, à dire des informations pas très justes. Et ça va perturber, pour le coup, la communication du gouvernement aussi, parce que dedans, il y a des hommes politiques de la majorité qui vont s'amuser à tweeter, à retweeter, etc. Et ça fait un flou qui est extrêmement compliqué à maîtriser. Mais il est là, il faut faire avec. Et quelque part, on repasse la balle aux journalistes en disant, faites un peu le tri, parce que nous, on se réfugie derrière la parole du gouvernement. Je rebondis, Monsieur Bon, sur ce que vous dites, c'est très intéressant, mais si vous voulez, nous, il y a encore 30 ans, il n'y avait pas nos sources d'information, c'était l'agence France Presse. Ça faisait foi. Quand on avait une dépêche de l'agence France Presse, on est abonné au fil. C'était vrai, quoi. L'agence France Presse a communiqué, flash, urgent, etc. Et c'était le journalisme du terrain, c'était les gens qui étaient sur le terrain et qui étaient eux-mêmes observateurs de ce qu'ils voyaient. C'était l'essence même de notre métier. Aujourd'hui, je rebondis sur ce que vous dites, les réseaux sociaux ont tout tué parce qu'il n'y a pas qu'un journaliste, il y a 1000 observateurs aujourd'hui. 1000 observateurs avec ce qui est vrai, mais aussi avec ce qui ne l'est pas. Dans la diffusion des images, dans la diffusion, il y a des fake news aujourd'hui il y a même des services aujourd'hui, des unités spéciales qui ont été montées dans les rédactions, personnes qui ne sont chargées que de ça. C'est-à-dire pour ne pas tomber dans le panneau de mettre des choses erronées, fausses, des mauvaises images de manifestations qui en fait ont eu lieu il y a 3 ans, mais pas du tout la manifestation dont on parle. Ça, on a eu beaucoup d'exemples. Il y a aujourd'hui une précaution qui est prise là-dessus. Donc, nous aussi, on est en difficulté par rapport à ça, et par l'embellement aussi des politiciens qui se tweetent, qui se retweetent, et qui finalement sont dans ce jeu-là aussi. Donc, à nous de faire un tri, mais le tri, ça prend du temps. Et dans les structures des chaînes d'infos qui sont, par essence, des chaînes où on veut l'information tout de suite, voilà, il y a ces deux logiques qui s'entrechoquent et qui s'entrechoquent et qui se culbutent, quoi. Il y a un principe de responsabilité quand même. Quand tu parles d'AZF, par exemple, AZF, c'était n'allez pas déjà sur place. On le voit déjà, et c'est les premiers messages qui peuvent être passés par les médias en communication grand public. C'est ce que fait la presse avec les réseaux sociaux, c'est ce que font les médias quand il y a une zone qui n'est pas sécurisée, quand on ne sait pas ce qui se passe, etc. L'idée, c'est déjà, en termes de responsabilité médiatique… Mais la préfecture recommande de ne pas aller sur place. Bien sûr. Mais c'est pas moi, derrière mon plateau, moi je ne suis pas à Toulouse, je ne suis pas sur la rocade.
je ne peux pas dire ne pas aller sur place. Bien sûr, mais tu peux relayer, c'est ce qu'on fait, et on relaie le message. La deuxième chose, et j'allais dire ça, c'est plus le rôle du médecin sur un plateau. Moi, on m'a beaucoup reproché d'être rassuriste. Et j'ai toujours dit, je suis pas rassuriste, mais je suis rassurant. Pourquoi ? Parce qu'on est tous rassurants avec nos patients. Si vous avez un patient qui est déjà dans une situation d'urgence et que vous êtes complètement affolé en disant c'est terrible, vous allez mourir, on n'a aucune chance, etc. Enfin, on fait jamais ça. Les gens se barrent les uns après les autres à ce moment-là. Donc, je suis pas rassuriste, mais je suis rassurant. Et un médecin sur un plateau, je pense qu'il doit être rassurant. Refroidir la situation, calmer la situation, prendre du recul, vous l'avez dit, pour pouvoir justement donner ce décryptage avec des informations. Moi, je dis toujours la même chose sur les plateaux télé au début. Été le cas, hein. Quand on sait, ça n'a pas toujours été le cas, mais je trouve qu'en termes de déontologie, c'est notre déontologie au niveau micro et avec nos malades, et je pense que c'est notre déontologie aussi en termes de communication, quand on est appelé à communiquer. Alors, sur la scène, n'importe qui ne communique pas, c'est-à-dire qu'on le sait très bien dans nos plans blancs, etc. Il y a une personne qui est chargée de la communication. C'est souvent pas les médecins d'ailleurs, c'est souvent les administratifs, à regret. Je pense que, moi je le regrette, je pense qu'il pourrait y avoir des officiers de communication, il pourrait y avoir des médecins de communication avec une communication cadrée, je pense que c'est important. Je ne parle pas de la communication vis-à-vis des autorités. Là, la communication vis-à-vis des autorités, elle doit être la plus factuelle, la plus transparente possible. Ça, c'est une première partie de la communication. Moi, je parle de la communication grand public, parce qu'on parle de deux choses qui sont vraiment très différentes. La communication qu'on doit te donner à toi, ministre, c'est la communication sur ce qui se passe réellement, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, les dangers, etc. Quitte à ce que ça soit des informations un peu alarmistes, pour le coup. En revanche, je pense que la communication grand public, au contraire, elle ne doit pas être alarmiste, ni rassuriste, ni alarmiste, mais avec le recul, la distance nécessaire, expliquer les choses. Quand je dis que je dis toujours la même chose, bah oui, je dis toujours la même chose. Comment s'organisent les secours, qui fait quoi, ce qu'on voit sur les images, parce que les gens ne comprennent pas, ce que veut dire UA, UR, etc. Sans mouiller, j'allais dire, mais ça donne déjà de l'information aux gens, et surtout, ça occupe un peu l'antenne et les plateaux. Je vous rappelle qu'il y a 4 chaînes info, il y a 18 heures à remplir. Ça c'est très important. Et c'est capital, à mon avis. Et dans le lot, vous vous rendez compte juste, voilà, dans le cahier des charges, il y a 18 heures de direct sur une chaîne d'info. C'est donc, il y a énormément de contenu à faire quand il n'y a pas forcément beaucoup d'images sur les situations au départ de catastrophes ou sur des grosses crises qui couvent et qui traînent en longueur. Il faut des spécialistes de la spécialité. C'est vrai qu'au niveau du casting, on n'a pas été à 100%, quoi. C'est vrai, voilà, les dirigeants de cette chaîne se sont rendus compte que au fur et à mesure d'avoir invité les mêmes personnes, ça n'a peut-être pas été la bonne option. D'ailleurs, il y a des gens qui ont disparu des plateaux télé. Il n'y a pas eu de communication là-dessus, mais c'est vrai qu'ils ont disparu. Mais ce que je voulais vous dire, c'est on ne se rend pas compte de la puissance qu'ont les intervenants sur un plateau auprès du grand public. Quand il y a un spécialiste qui est là, ou quand il y a un politique qui est là, quand monsieur le ministre est là, vous ne vous rendez pas compte que la voix qu'il porte, le lendemain, quand on va dans la rue, c'est hey, ils l'ont dit à la télé, il faut tous rentrer à la maison. C'est ce qu'ils ont dit à la télé. Mais c'est incroyable. Sur le grand public, vous êtes aguerri sur ces situations, c'est votre cœur de métier et d'activité. Mais ça a une puissance considérable auprès du grand public. Monsieur le ministre doit le savoir et l'a ressenti quand il était sans doute aux responsabilités. C'est pour ça qu'eux aussi, ils ont une responsabilité énorme par rapport à ce qu'ils renvoient, à ce qu'ils envoient en tous les cas, et de la manière dont c'est interprété. Mais d'où l'importance de ce que Gérald a dit, c'est-à-dire d'avoir, en tant que parole d'expert médecin, une parole très rassurante. Mais mesurée surtout. Même vis-à-vis, mesurée. Je ne sais pas si monsieur le ministre sera d'accord, mais même vis-à-vis de l'autorité, pas forcément en allant jusqu'au ministre, parce qu'on n'y a pas accès comme ça, mais sur un préfet ou sur un maire, ça, on a tous eu sur des situations qu'on a vécues dans nos SAMU ou chez les pompiers, où le médecin devenait l'expert auprès de l'autorité locale. Et je pense que je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on, même vis-à-vis du politique, la manière doit être très factuelle, mais peut être rassurante. C'est même notre devoir de médecin. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup te regarder. Je fais un peu de lèche. Non, mais c'est que malheureusement, c'est dans notre code de déontologie quand même. Mais malheureusement, la parole vous savez, mesurée. si on prend que le Covid, ça a été parce qu'il y a 18 heures de direct sur 3 chaînes.
il y a eu tout un tas et c'était la surenchère de médecins qui affolaient de plus en plus les populations, y compris politiques. Mais c'est vrai que Gérald, pour te connaître depuis assez longtemps et avoir été pas loin de toi dans cette période, et je te l'ai dit d'ailleurs dans les couloirs de plateau de télé, tu as quand même été l'un des rares, voire même l'un des seuls, à lever le pied. Lever le pied, on va dire, sur le caractère anxiogène de la chose. C'est pas, je pense que c'est pas trop le but de notre table ronde aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est dans la manière c'est toute une question de manière là-dedans. Si on dit que c'est quand même sérieux, mais que effectivement non, ça peut bien se passer aussi aux urgences. Les services de réanimation, on dit qu'ils sont pleins, mais regardez, il y a 2 ou 3 hôpitaux. Moi, j'ai des infos comme quoi, de manière sûre, ça va quand même bien. C'est pas sous tension partout, tu vois. Donc moi, il y a quand même manière de dire les choses. Hein. Ça, c'est évident. Hein. La communication avec le politique, en tout cas de l'expérience que j'en ai, il y a 2 choses qu'il faut bien toujours avoir présent à l'esprit quand vous avez une communication avec le politique, nous médecins. La première, c'est la temporalité. On n'est pas dans la même temporalité. La temporalité du politique, elle est immédiate, voire à la limite de la prochaine élection. La temporalité du médecin, elle est beaucoup plus longue, on prend le temps, on avance tranquillement, on se rassure, etc., etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la culture du doute. Nous avons la culture du doute comme médecins, parce qu'on a appris des choses et on se rend compte que ça ne marche pas sur les patients. Quand on a un résultat, on le remet en cause. C'est ça qui fait un peu tout l'intérêt du travail médical. En politique, si on doute, on meurt. On ne peut pas avoir la culture du doute. C'est-à-dire que tu peux être rassurant ou pas, mais ce ne sera jamais le en même temps, si je peux me permettre. Pour le politique, ce sera c'est grave ou c'est pas grave. Mais il ne peut pas comprendre que c'est pas grave, mais ça peut devenir grave, ou on dit que c'est grave, mais finalement ça ne le sera pas. Ça n'intègre pas, c'est pas possible. Donc être rassurant vis-à-vis de la population, oui. Être rassurant vis-à-vis des politiques, attention. Il y a beaucoup de livres qui sortent en ce moment sur le début de la crise Covid. Anciens ministres, présidents de commissions scientifiques, je vous invite à les lire, parce que les visions sont complètement opposées entre des gens qui étaient plutôt rassurants et des gens qui étaient plutôt alarmistes. Et in fine, on ne sait pas trop qui avait raison, mais en tout cas, voilà, il faut faire attention à ça. Et ça, c'est un écueil que le politique n'aime pas chez les médecins. Et c'est probablement aussi pour ça que les médecins, on ne les met pas trop en termes de communication, parce que justement, ils sont parfois trop rassurants, parce qu'ils émettent des doutes sur l'évolution des choses. Et ça, quand on est politique, on n'aime pas le doute, on aime la certitude. Patrick, tu n'es ni médecin ni politique. Ouais, je pense que rassurant, c'est pas trop dans les mots. Ça a été dit tout à l'heure. Le premier test par des gens qui sont paumés, c'est de tester si celui qui parle, il est en train de tricher ou si c'est vraiment ça. S'il me raconte qu'il n'y a pas de risque, ok, d'accord, mais il vient de dire qu'il n'y a pas de risque instantané, mais il n'a pas voulu parler des risques à long terme. Je détecte ça immédiatement. Et donc, être rassurant, c'est montrer qu'on a les capacités personnelles de s'affronter à quelque chose pour lequel personne n'a de réponse. Et c'est là-dessus qu'on va être testé très rapidement. Est-ce qu'il tient le choc ou pas? J'ai entendu en cellule de crise une fois. Est-ce que tu crois qu'il va s'en tirer? Voilà, vous voyez bien, très bien que ça ne va pas aller très très loin. Hein. Ce test est instantané. Et faites l'expérience, prenez un commandant de bord et vous décollez et ça turbule dans tous les côtés. Vous allez voir tout le monde qui va être très attentif au comportement, aux premiers mots qu'il va être dit. Et il y a une radiographie extrêmement fine de cette distance que le leadership a par rapport à la réalité telle que chacun sait qu'elle n'est pas stabilisée. Donc celui qui arrive à dire « écoutez, je vais être rassurant, en gros, ça devrait passer, grippette, bon, ça va vite être parti. Même si on joue au fait qu'on le suit parce que c'est rassurant, etc. Mais le test est extrêmement... Et ça va toucher pour l'ensemble de la crise après. Parce que si on a été catalogué comme quelqu'un qui ne fait pas face, et puis qui s'est un peu payé de beau, c'est fini. Et donc plus ça va aller dans nos crises extrêmes, plus il faudra être capable de fabriquer un comportement, une énergie qui soit en adéquation avec la situation telle qu'elle se présente. Et toute triche va se payer cash instantanément.
C'est peut-être la différence entre rassurant et rassuriste. C'est-à-dire que rassurant, il y a une sincérité. C'est-à-dire que c'est une sincérité qu'on fait au quotidien, encore une fois. Et pour moi, les deux mots-clés dans ce que vous dites, c'est la sincérité dans la communication. Ça me semble fondamental. Ça ne veut pas dire qu'on dit tout. Parfois, on ne dit pas tout, mais en tout cas, on ne dit pas de mensonges. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Et la deuxième chose, on ne parle que de ce qu'on connaît. Et c'est cette notion un peu d'expertise, parce que si on sort de ce champ de compétences, alors parfois on en connaît un tout petit bout, ça tient 5 minutes, et puis parfois on est vraiment expert et on peut tenir pendant 1 heure. Mais c'est fondamental parce que ça évite d'être pris en défaut. Et ça, effectivement, les interlocuteurs, les internautes, les journalistes, tout le monde arrive à le détecter. Et à ce moment-là, c'est votre crédibilité qui est en jeu. Et pour finir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont faits pour, d'autres qui ne sont pas faits pour. Et ceux qui ne sont pas faits pour, il y en a certains qu'on peut rattraper, ça s'appelle du média training. Et je crois que c'est important en termes de communication vis-à-vis du grand public, là aussi, de pouvoir être média traîné quand vous avez un rôle de communication, parce qu'il y a des choses à ne pas faire et on ne peut pas les inventer. Il y a du média training qui est organisé, mais en amont, effectivement, quand il y a l'urgence, avec les grandes crises qui arrivent et où il faut être très, très réactif, effectivement, ceux qui ne passent pas au média training, on le voit aussi. Hein, oui, mais j'ai vu des média training absolument catastrophiques. Non, mais où on entraînait des gens à avoir des réponses rassurantes, bien comme il faut, mais alors la première question un peu réelle que vous posiez, tout s'effondrait. Sincérité. Donc, oui, mais sincérité, c'est vraiment une adéquation avec les enjeux fondamentaux que vous devez montrer, que vous avez perçus, que vous savez, que vous allez les traiter, que vous êtes préparé pour les traiter, et donc vous débarquez pas comme ça avec 3 éléments de langage qui vont pas tenir une seconde. Mais là, vous avez raison, il y va beaucoup du regard. Vous parliez en avion, sans parler du premier regard du steward et de l'hôtesse. On sait tous que quand ça, on le voit tout de suite. Le regard est important, les premiers mots sont l'apparence est important, ce qu'on appelle le body language, la communication non verbale. Voilà, c'est quand même hyper important parce que ça vous marque au fer rouge pour la suite et de votre intervention. Et vous savez, on se fait une idée tout de suite, on n'en change pas. Hein. C'est le mec qui a dit un jour que c'est lui qui avait dit, rappelle-toi. Donc c'est quand même compliqué de se sortir de ça. Sur le côté rassurant, pas rassurant, une petite expérience. J'ai eu quelques crises, pas énormes, mais j'en rappelle une qui est la crise du monkeypox. On sort la problématique du monkeypox dans une population quand même assez ciblée, donc on sait où on va, avec un traitement qui est la vaccination, même si elle n'était peut-être pas une efficacité absolue. Bon, quand on me pose la question au niveau gouvernemental, je dis écoutez, oui, voilà, on peut s'attendre à tant de milliers de personnes contaminées. De toute façon, on n'en meurt pas. C'est certes très désagréable, mais on a un traitement, voilà quoi, rassurant, objectif. Et là, j'ai une haute personnalité politique, féminine, qui me dit t'es gentil, on nous a raconté les mêmes conneries avec le sida au début. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est la culture du doute. Et on se dit, ben non, c'est pas, ça n'a rien à voir. Allez expliquer, ça n'a rien à voir à un ministre, y compris la première. Vous lui dites, mais non, le sida, on n'avait pas de traitement, machin, etc. Là, on sait, hein, c'est impossible. C'est-à-dire que le politique est dans une position où il n'entend pas le côté rassurant. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc il surréagit, c'est ce que tu veux dire. Il surréagit, mais toi, quand tu es ministre, tu ne peux pas lui dire non, il ne faut pas surréagir. Parce que tu te dis culture du doute, mince, si effectivement ça déviait, et je ne veux pas être celui qui aura dit il faut pas été en polo devant les bambous en disant tout va bien. Donc il y a ça aussi qui est compliqué en fonction du récepteur du message. Il ne faut pas montrer le doute, c'est ça. Il ne faut pas montrer le doute, c'est ça. Il ne faut pas le montrer, mais. C'est dur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commande des vaccins. Là, on en revient à, pour moi, une conviction de fond en ce moment, c'est que si on n'est pas préparé, ça veut dire que c'est pas chronophage, préparé à sortir de son domaine de confort et à se poser des questions qui ne se posent pas et qu'on ne doit pas poser. La moindre question dans les crises aujourd'hui, c'est par terre. Je me rappelle c'était sur Tchernobyl. Il y a des gens qui ont commencé dans une feuille de chou à parler que le triage, c'était une méthode nazie. J'ai essayé de réagir. Les gens qui étaient en charge de cette revue ont refusé de faire quelque chose.
J'ai fini par arracher quelques lignes sur le mode, il vaut peut-être mieux avoir 5000 blessés qu'on traite que 5000 morts qu'on ne traite pas. Mais et alors aujourd'hui, ça ne serait pas pareil du tout. Avec les réseaux et autres, vous passez à une vitesse, et en ce moment, vous voyez le contexte, à laquelle voilà. Et donc, ça fait encore un ancrage de vos règles fondamentales et là, qui sont touchées. Si je ne suis pas préparé à devoir affronter quelque chose de ce genre, et dans toutes les dimensions du système, je vais avoir beaucoup de mal. Alors, tu parlais du vocable authenticité. Mais s'il n'y a pas de préparation, elle est impossible. Et vous allez vous défendre en vous disant, mais de quel droit vous mettez en cause notre belle doctrine, etc. Là, vous êtes mort, terminé. Mais comme il n'y a pas, parce que ce n'est pas encore dans nos mœurs et dans nos habitudes intellectuelles, des préparations aux crises qui ne rentrent pas dans les cases, où la préparation ne consiste pas à vous donner les éléments de réponse qu'il faut coordonner, mais les éléments de questions qu'on n'a pas posés, tant qu'il n'y a pas cette possibilité-là, la communication et le pilotage deviennent extrêmement difficiles. Pour que vous soyez capable de dire qui peut me dire quoi, dans quel délai, avec quelle fiabilité. Et que vous soyez capable d'absorber les grands trous et d'en faire après votre miel pour être capable, en authenticité, de faire une apparition qui ne soit pas effectivement, écoutez, maintenant, tout le monde dans la cour et puis on va, je ne sais pas quoi, ou bien, mais non, tout va très bien, c'est une grippette, mais moi je peux vous le dire, moi j'ai Vitas Gorbol, ça poigne tout, puis d'abord, là. Il y a eu un vrai traumatisme avec Tchernobyl, vous avez raison, c'est-à-dire qu'on a tous cette image et ça ressort, c'est un cas d'école de journalisme avec ces experts qui venaient, qui nous expliquaient que le nuage s'arrêtait à la frontière et ça, on est dans le mensonge. Mais ils ne l'ont même pas dit, mais tout le monde l'a entendu, c'est ça qui est intéressant. Tout le monde l'a entendu, oui. Tout le monde l'a entendu. De la manière de faire passer le message. Et sans l'avoir dit. Et donc, Gérald, peut-être qu'il faudrait coupler le média training avec du crise training ensemble. Oui, encore une fois, il y a vraiment les deux niveaux. Il y a la communication aux politiques, aux décideurs, aux DG d'ARS, à qui vous voulez. Ça, c'est une partie de communication. Et il faut passer les bonnes informations, mais ce n'est pas la même partie que la communication au grand public qui, moi, me concerne plus. Où là, pour le coup, oui, je pense que les gens qui doivent passer dans les médias doivent être un peu médias traînés. Il y a certaines aptitudes naturelles ou pas. Après, il y a un problème, j'allais dire, organisationnel. C'est-à-dire qu'on voit très bien quand il y a une crise, ce n'est pas le médecin du SAMU, le médecin pompier qui va communiquer. C'est pas lui qui est habilité à le faire. Je prends un exemple qui renverse nos perspectives. World Trade Center. La commission d'enquête dit le 911, n'arrêtez pas de leur dire ne vous inquiétez pas, les pompiers vont arriver, les secours vont arriver, restez là, ça va très bien. Et la commission d'enquête dit retour d'expérience, c'était pas le seul sujet. Le 911 devait demander de l'information aux gens qui étaient dans les tours, qui étaient les meilleurs experts, pour pouvoir redonner cette information aux gens qui étaient dans les tours, et notamment les escaliers par lesquels on pouvait encore descendre. Et c'est eux qui avaient l'information. Mais c'est une révolution, c'est-à-dire que ça a été dit un peu tout à l'heure, c'est dans les gens qui sont victimes qu'on a l'intelligence de la situation et les stratégies. Mais ça suppose que le 911 change complètement de logique. Et donc, si on n'a pas fait ce travail de préparation, de grammaire complètement inversée, inventive au départ, et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus rien qui rentre dans les cases. Et donc, si on continue à faire notre media training de papa d'il y a 30 ans, et puis qu'est-ce que c'est qu'une gestion de crise avec de la coordination de gens qui ont chacun des bonnes réponses, et on va mettre de la coordination entre chaque niche, oui, il faut le faire pour les choses simples, mais sur les choses vraiment qui sont qui sont actuelles, on joue plus à ça, on joue à autre chose. Moi, ça m'intéresse beaucoup cette remarque, parce que même si je fais plutôt référence à ma vie d'avant, c'est exactement le principe de la régulation médicale. C'est-à-dire le patient est expert lui-même de ce qu'il arrive, et le régulateur médical pose des questions. Et souvent, on nous dit il pose trop de questions, il perd du temps. Mais non, c'est pour avoir justement cette précision. Et c'est un peu ce qui fait la différence entre différents centres d'appel. C'est ce côté où on va chercher l'information que la personne qui appelle a, et c'est la seule à l'avoir. On ne se contente pas simplement de partir et d'envoyer. Il faut le faire aussi, bien entendu, il faut envoyer. Mais on va affiner la réponse. Alors, Gaspard Ganzer, qui devait être là et qui est conseiller, qui a été conseiller pendant longtemps des politiques, lui, en parlant avec lui de ce sujet, lui, il dit justement qu'il faut que le politique sache écouter les experts, policiers, pompiers, médecins, et qu'il faut qu'il apprenne et qu'il ait ce temps d'écoute possible
vis-à-vis de la vraie expertise Ça, terrain. c'est avant le Covid. Je suis désolé. Ouais. Maintenant, C'est- tu je peux te plus donne, demander. Non, mais tu peux pas demander aux politiques aujourd'hui d'écouter les experts médecins quand tu as vu défiler des Ouais. experts Ouais. sur tous les plateaux de Ouais, ouais, télé non, mais- qui disaient tout et son contraire. Mais donc, avec qui? Alors, l'avantage, c'est que vous étiez aussi médecin, donc expert et politique. Mais imaginons un autre Tu ministre. identifies des personnes en qui tu as confiance. C'est ça, en fait. Tu fais ton réseau. Moi, j'avais de la chance avec le réseau des SAMU que j'ai continué à utiliser, à suivre. J'avais les informations tout de suite et je savais qu'elles étaient fiables. Mais sur d'autres sujets, je dis n'importe quoi, comme les pénuries de médicaments, par exemple, je me suis fié à quelques personnes que je connaissais, que j'appelais, y compris des pharmaciens d'officine en campagne. des en sources disant, sûres, il se ouais, passe quoi ouais. avec ça? C'est-à-dire que le politique, il va faire comme le journaliste. À un Ouais, moment ouais. donné, hein. Bah, Il va oui. aller chercher des sources qu'il sait fiables, en qui il a confiance, parce qu'aujourd'hui, il peut plus faire confiance à l'aveugle, à tous ces experts qui sont partout. Autoproclamé. Ça pose question dans le conflit actuel. Moi, quand j'allume les chaînes info sur l'Ukraine, par exemple, ou sur ce qui se passe aussi Sur Gaza, à sur- Gaza, plein avec de les choses. généraux. Moi, les généraux, finalement, ont remplacé les professeurs de médecine sur les plateaux télé. Donc, j'espère avec un peu plus Tant que c'est sur les d'expertise. plateaux de télé, ça va. Mais encore une fois, hein, Gérald, 18h sur 24 de direct, ne regardez pas trop les chaînes d'infos. C'est Non, mauvais mais pour je veux dire, votre santé non, mais mentale. franchement, non, mais nous, on se le dit, voilà, c'est les écrans. Hein, regardez, allez, venez picorer ce dont vous avez été mis après. Non, mais parce que sinon, on devient fou. Nous, reporters, on se fait agresser sur le terrain. Enfin, mais bon, on leur dit, moi, quand je travaillais à BFM, c'était terrible. Moi, on venait me voir sur le terrain, on me disait, putain, c'est pas possible, cette chaîne, machin. Moi, ne regardez pas, madame. Monsieur, ne regardez pas. Eh ben si. Il y a une addiction. Il y a une addiction. C'est comme ça. Juste pour vous donner une anecdote sur la qualité d'expertise aussi, un patron de chaîne dont je tairai le nom, de Chaîne Info justement, 2 ans ou 2 ans et demi après le début de la crise Covid, donc on avait compris les choses, etc. On déjeune, il me dit ouais, je voudrais qu'on fasse un retour d'expérience justement sur la manière dont on a traité Sur le casting, l'information, etc. Et, et juste en commençant le déjeuner, je lui dis attends, je te pose juste une question. Qu'est-ce qu'un épidémiologiste? Et là, il me regarde, il me fait, c'est un spécialiste des épidémies. Ce qui veut dire que 2 ans et demi, mais oui, 2 ans et demi, il n'avait toujours pas compris qu'un épidémiologiste ou une épidémiologiste, ça pouvait être une physicienne aussi compétente qu'on veut, mais qu'elle ne pouvait pas s'exprimer sur la vaccination des gamins, par exemple. Un épidémiologiste, c'est un spécialiste des statistiques, des populations, médecin ou pas médecin, alors que le mot est performatif, puisqu'il avait compris 2 ans et demi après que c'était encore un spécialiste des épidémies. Mais c'est juste pour me montrer qu'effectivement, on est dans des univers complètement différents et qu'à chaque fois, il faut rappeler des choses un peu de base pour pouvoir bien se comprendre. C'est ça la communication. Il y a un émetteur et il y a un récepteur. Mais déjà, vous voyez, entre un décideur et une personne qui était sur les plateaux télé, on voyait bien que ça ne matchait pas en termes de vocabulaire. Les chaînes d'infos, on dit beaucoup les chaînes d'infos. Moi, je suis désolé, je fais juste une petite expérience. Je ne dois pas être le seul à être abonné à des fils d'infos sur son téléphone. Ah oui, oui. Tout le monde a ça. Non, c'est bien, tu as de la chance. Attends, faut pas que je me trompe parce que là, ça marche pas comme je veux. Juste vous dire le nombre de messages reçus de grands médias depuis 1 heure. Il faut couper, si François. Non, mais ne pas trop regarder les écrans, rassure, Monsieur Braun. Je ne lis pas tous. On a dit les écrans. Ah, j'arrive plus à les retrouver. Mais voilà. Donc c'est bon signe. Non mais bravo, c'est bon. Il y avait ce que j'ai regardé rapidement en moins d'1 heure, 97 informations de BFM. 50 et quelques infos de France Info, 40 ou non une trentaine d'infos de l'Express, 4 infos du Monde. Ça va, mais il n'y a même pas besoin des chaînes d'infos, même des grands journaux, l'Express, Le Monde, France Info a priori, c'est un peu plus sérieux. C'est le canal aujourd'hui de communication, c'est marketé comme ça. Le Monde sort une info, il faut qu'il la mette en notification et comme vous, bien sûr, vous activez vos notifications sur vos téléphones, voilà, je pense qu'il y a vraiment aussi une sorte de responsabilité individuelle par rapport à la consommation des médias qui nous emmènerait peut-être pas ici. C'est aussi ça. Hein. Oui, mais nous, notre job et notre déontologie, c'est pas de rentrer dans cette course. Au contraire, c'est de freiner ça. Et c'est pour ça que voilà, nous aussi, on essaye de progresser là-dessus. Ah oui. Si je peux donner une expérience personnelle, on était le jour de Tchernobyl dans une réunion des associations d'information nucléaire.
Et comme c'était une réunion fermée, on avait demandé à chacun d'éteindre tous les téléphones, etc. Et on sort de là, et tout le monde apprend en même temps, y compris le patron de la SN, qui a eu un gros accident. Et j'étais avec des gens qui me ramènent sur Paris, et ils étaient prêts à rouler à 140 sur l'autoroute. Et je leur dis, attendez, mais ça ne sert à rien. Enfin, quel est votre apport sur, en ce moment, la situation c'était Fukushima. Rien. Il dit, il faut quand même qu'on regarde la télé. Je dis, non. Vous allez d'abord prendre un papier et noter ce que vous cherchez. Ensuite, vous allez écouter la radio pour avoir 3-4 éléments d'information supplémentaires, mais n'allumez pas la télé tout de suite. Ça va vous pilonner complètement toute votre psychisme parce que vous allez être devant, vous ne savez même pas quoi d'ailleurs. Et puis les gens vont vous commenter un truc, on ne sait même pas ce que c'est. Et donc, vous allez un peu après, mais gardez la capacité personnelle de savoir ce que vous allez chercher. Si on n'a pas cette écologie personnelle, vous vous mettez là-dedans, puis vous dites oh, dis donc, il avait une cravate celui-là. Et puis voilà, il a dit que c'était grave. Et puis non, l'autre a dit que c'était peut-être pas si grave. Et puis, on va rester là parce qu'on nous a dit ne quittez pas l'antenne, ça va être pire. Et puis, on a un radio-trottoir. Qu'est-ce que vous avez vu? Rien. Ah bon, et les gens ont paniqué. Ah ouais, non, ils n'ont pas paniqué du tout. On ne peut pas vous dire qu'ils n'ont pas paniqué. Alors, ils ont paniqué quand même. Hein. Ça, c'était sur Cannes, quoi. Une attaque dans un lycée, il fallait absolument trouver des gens qui avaient paniqué. Ils n'avaient pas de chance, c'était sur Radio France, ils n'avaient pas de chance du tout. Et il n'y avait que des collégiens qui étaient très bien. Ils disaient, nous, mange notre sandwich, arrêtez de nous embêter. Alors, ça ne va pas, mauvais client. Il faut quelqu'un qui panique. Non, mais ça veut dire qu'il y a un phénomène d'autogénération, d'auto-entretien des éléments qui sont déconnectés de la réalité. Et encore une fois, nous, notre rôle, c'est de le reconnecter à la réalité, en prenant du recul, en évitant cette accélération. En fait, on a deux enjeux qui sont contradictoires. Les médias, c'est plutôt faire le buzz, plutôt dramatiser, alors que nous, ça serait plutôt au contraire de freiner, prendre du recul, essayer de comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que cette force de réflexion rapide, telle que je le prône pour toutes les grandes institutions, devrait aussi être du côté médiatique. Parce qu'autrement, ça risque un jour de se faire complètement manipuler sans qu'on voit rien du tout. Hein. Tu peux nous répéter, parce que tout le monde ne connaît pas la force de réflexion rapide. En gros, c'est sur une situation, avoir un petit groupe à l'écart, ou au moins une personne, s'il n'y a qu'une personne, qui se pose 4 questions. C'est quoi le sujet? Et si on se trompait complètement le sujet? C'est quoi les pièges? Parce qu'on fonce dedans tout de suite. C'est qui les acteurs? Quand je vous disais les expats à Tokyo, là. Et puis, si vous avez 2-3 idées intelligentes, ce serait quoi pour remettre de la dynamique dans le système et qui soit en permanence à travailler sur ces sujets et surtout sur les pièges. Autrement, encore une fois, vous foncez dans une lecture qui est fausse. Puis à la fin, vous dites ah non, finalement, son perlimpinpin, c'était pas ça la solution mondiale. Voilà. On a quand même fait 3 heures de direct et puis il peut venir quand il veut parce que c'est quand même bien, quoi. Non, et s'il n'y a pas cette capacité de prise de recul, y compris dans les médias, j'ai envie de dire que dans l'univers dans lequel nous vivons, toute institution verra sa mort assez rapide. Mais justement, cette force de réflexion, c'est la dimension communication dans ta force de réflexion rapide. Comment tu vas pouvoir justement avoir influencé le politique ou le journaliste qui est pris de toute façon dans une vitesse parfois engloutissante, comme tu aimes bien le répéter. Comment un politique, comment un journaliste peuvent justement se servir de ta force de réflexion rapide? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le train en Belgique. Attention, ce n'est pas le sujet que vous avez en tête, c'est tout à fait autre chose. Changez de carte mentale. Et là, vous offrez aux politiques comme aux journalistes la possibilité de prise de recul en disant oulala, c'était pas ça du tout. Okay. Et c'est pas ça du tout la tonalité de l'information que je dois donner. C'est autre chose. Et toujours d'avoir plutôt un cran d'avance que 2 crans de retard, en courant après les événements. Et donc, s'il n'y a pas cette capacité de prise de recul, et c'est ça qui est complètement antinomique avec notre rationalité de la crise qui vous demande d'avoir plein de réponses. Non, mais quelle est la question que j'ai oubliée? À qui j'ai pas parlé? C'est un ministre américain sur un problème de grippe porcine qui dit c'est pas qu'on n'avait pas les réponses, mais on n'avait même pas les questions. Alors vous allez où avec ça? Donc si vous avez un groupe qui fait uniquement ça, je travaille sur les pièges. Je pense qu'on aura fait un grand progrès de possibilité de travailler sur les crises d'aujourd'hui qui sont quasiment toutes hors cadre et où les pièges sont constants parce que nos lectures
ne sont pas les bonnes. Alors, une fois que vous avez la mauvaise cartographie, ben, vous allez, comme Christophe Colomb, vous allez découvrir l'Asie, mais vous arrivez ailleurs, quoi. Alors après, en communication, le médecin du bord vous persuade que vous êtes quand même en Asie parce que ça fait bien. Mais vous devenez dans un système complètement mythomane, quoi. Et je crains que dans nos sujets, finalement, tout le monde y perde sa crédibilité s'il n'y a pas cette capacité de recul. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est pas tolérable. On préfère avoir de mauvaises réponses que une question qui serait malheureusement peut-être un jour fondée, quoi. Donc c'est ça le véritable sujet. C'est une question de courage intellectuel pour aller dans les questions. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et la première question du politique, c'est à demander à un expert, attendez, où est-ce qu'on risque de se planter? Le reste, laissez-moi tranquille. Il a les solutions, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu? Et j'avais fait un test comme ça une fois avec un président directeur général. Il dit, il ne pouvait pas être au séminaire, à la simulation. Je dis, vous appelez à 12h57 et vous dites à la cellule de crise, je rentre dans 3 minutes dans un studio. C'est quoi le point le plus faible que nous avons? C'est la cellule de crise complètement tétanisée, quoi, parce qu'ils étaient prêts à leur donner la main courante de tout ce qu'ils avaient fait de bien dans la matinée. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi les pièges majeurs sur lesquels qu'est-ce que je n'ai pas compris du tout? Mais ça suppose qu'on fasse un renversement psychologique aujourd'hui et intellectuel pour accepter de se poser des questions. Il est poil à gratter, hein, je vous avais dit. Alors ça, bon, effectivement, hein, le côté piège, c'est quelque chose sur lequel on nous prépare. Ça, c'est vrai. Avant chaque interview, quelle qu'elle soit, de toute façon. C'est où sont les pièges, où est-ce qu'on va aller chercher, etc. Dans du quotidien, même pas dans la crise. Donc c'est quelque chose qu'on recherche. Mais le dramatique aujourd'hui, c'est que la vérité n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le nombre de likes. C'est tout. Et ça, dans l'homme public au sens large, c'est vraiment très très rare, mais on n'y peut rien. C'est ça aujourd'hui. Et pour le politique, c'est combien de bulletins dans l'urne aux prochaines élections? Le politique, il a deux temporalités. Je discutais avec un député ce matin. Là, j'étais à Montauban. Il a raison. Enfin, l'analyse est bonne. Il a une temporalité de temps long. Parce que si on veut faire de la politique, c'est qu'on veut changer la société, améliorer les choses, c'est très bien. Et la 4e, le début de la 5e, c'était ça. C'était des gens, on a eu des grands politiques qui ont fait des grandes choses, des grandes réformes, parce qu'ils voyaient sur le temps long. Mais aujourd'hui, on est dans une temporalité immédiate aussi. Et si on a des politiques qui arrivent à jongler sur ces deux champs, et je pense que c'est bien. On en a qui sont que sur le temps long et on les entend pas, ou ils restent pas longtemps. Et on en a qui sont que sur le temps court, et c'est plus des politiques, c'est des politiciens, c'est-à-dire qu'ils réagissent à l'immédiateté des choses, ils font leur capsule vidéo à l'Assemblée, leur machin, et il n'y a aucune réflexion derrière. Et c'est très compliqué parce que même le monde de la décision, le monde politique est partagé entre ces deux temporalités, et à la facilité de basculer sur la réponse immédiate plutôt que de prendre le temps de réfléchir. Et sur une crise, il faut effectivement prendre le temps de réfléchir. La temporalité doit être plus longue pour la communication que simplement la réaction à l'événement. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Et quand j'entends votre force de réaction rapide, je pense que c'est des gens différents de réflexion, rapide. Et c'est peut-être, il faut gérer et on n'a pas le choix. Tu as raison de le dire. De toute façon, c'est comme ça, le monde médiatique, les réseaux sociaux, etc. Et donc il faut aller en essayant de freiner un peu et puis être alimenté par quelque chose à côté qui peut faire un pas de côté, qui peut prendre ce recul. Mais à mon avis, les deux sont pas antinomiques. C'est quelque chose que vous pouvez mettre sur un plateau de télé, enfin dans une rédaction plutôt? Non, c'est pour ou contre sur un plateau de télé. Non, mais dans la rédaction, d'avoir une force, quelqu'un qui réfléchit autrement. Oui, ça évidemment, oui, ça c'est toujours bien. Encore une fois, voilà, la confiance, si elle fait référence, ça fait partie aux sources sûres et documentées dont parlait Monsieur Braun tout à l'heure. Oui, ça c'est tout à fait envisageable, faut le proposer. Mais c'est très difficile. Hein. Je vois Fred Berthier, il va s'en souvenir. Quand on faisait nos réunions de SAMU de France, j'avais poussé pour que dans chaque réunion, quand on abordait un thème, il y en a un qui dise systématiquement le contraire des autres. Pour tester, etc. On n'y est jamais arrivé. C'est vachement difficile. Il faut des gens qui aient cet état d'esprit. C'est très compliqué. Moi, j'ai fait la crise Covid en faisant des notes que j'ai publiées d'ailleurs. Ça a dérangé personne, je crois. Si j'étais le virus, comment j'attaque? Oui, c'est ça. Puis quelquefois, j'ai fait le test en disant voilà ma lecture, deuxième partie, voilà précisément comment je vais attaquer. Puis j'ai mis confidentiel.
il n'y a personne qui aurait dû me dire mais qu'est-ce que vous voulez dire là? Non, on voit bien que c'est un univers de questionnement comme ça qui n'existe pas. Vous avez beau le publier, ça n'existe pas. Ça, c'est le média training, c'est un peu ça. Hein. Média training, on dit toujours, ouais, c'est bien et tout, mais il faut accepter quand même que la personne que tu coaches, la personne que quelque part que tu accompagnes, tu vas chercher en lui quand même un peu le contraire de ce qui pourrait être. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle accepte la personne. C'est pas simplement un accompagnement en disant t'inquiète pas, tout va bien, il faudrait faire ci. C'est de dire attention, là t'es trop sensible. C'est mettre en difficulté. C'est mettre en difficulté l'autre en permanence. C'est ça. Il faut aussi la capacité de la personne qui reçoit cette information et cette formation de se dire ok, je me dépoile quoi, j'y vais. J'accepte qu'on me dise que je regarde pas dans les yeux, que je raconte n'importe quoi, que je fais pas 3 phrases de suite. Voilà, il faut quand même accepter aussi ça. Oui, mais le média training, au moins celui que j'ai connu, c'est beaucoup sur le mot que vous avez utilisé, votre attitude, c'est pas génial, mettez-vous autrement, parlez moins vite, parlez plus vite. Alors que ce que je pointe ici, c'est attendez, je crois qu'on s'est trompé complètement de sujet. Mais ça va avec, oui. Oui, mais enfin, bon, il n'y a pas trop d'entraînement là-dessus, parce que c'est encore très balbutiant. Attention, on joue à tout à fait autre chose. Comme vous disiez, je communique comment lorsque la vérité et la confiance, ça n'existe plus? Ça, c'est un sacré sujet. Alors, je fais comment après? Comment j'enfile les mots? Ben, ce n'est plus une question d'enfilade de mots, c'est tout à fait autre chose. Et comment je me situe là-dedans? Et là, ça suppose autre chose que quelqu'un qui a déjà toutes les réponses et qui va permettre, à travers un média trading, de le faire connaître, quoi. On va se laisser encore 5 minutes, mais n'hésitez pas, s'il y en a qui ont une question, profitez aussi de la présence de ces 4 intervenants de très haut niveau. Monsieur Soman, un 5e expert. Un, deux, non. Voilà. Merci. Oui, Christian Somad, je voulais poser une question sur les catastrophes de communication. Vous avez parlé de Tchernobyl. Moi, je voudrais reparler des masques, qui a été pour moi une catastrophe de communication parce que vous le laissez dans le grand public, ça dure 10, 20 ans. C'est ce genre d'affaire. Comment on peut arriver aujourd'hui à des catastrophes de communication? On en a d'autres en tête, hein. On a celle-là, mais on en a d'autres. Non, mais moi j'en ai une qui me reste toujours très présente à l'esprit parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup, mais qui a fait une catastrophe de communication, c'est Mattei avec la canicule. Ben voilà, on n'est malheureusement pas à l'abri de ça. Pas à l'abri de ça parce qu'il est très difficile d'intégrer tout, y compris tout le langage non verbal. Lui, ce qu'il a tué, c'est le langage non verbal, hein, plus que le langage verbal, en fait. On a oublié ce qu'il a dit, pour la plupart du temps, mais personne n'a oublié les bambous et le polo Lacoste. Hein. Donc, voilà, on est là-dedans. Alors, on a des gens autour de nous qui font attention, qui attention à ça, qui nous préviennent des dangers, justement. Mais on n'est pas à l'abri de partir en vrille. Quand l'hiver dernier, j'ai pas voulu qu'on réimpose les masques dans les transports en commun, c'était très difficile à faire passer. Pourtant, il n'y avait aucune justification scientifique à dire on met les masques dans les transports en commun. Mais ça aurait été tellement plus facile de dire allez hop, on y va, on impose, on fait un décret et tout le monde met le masque. Donc voilà, est-ce que c'était une erreur ou pas de communication? J'en sais rien. On m'a dit que c'était une erreur, je suis pas certain. Mais voilà, c'est souvent après qu'on se rend compte que c'était une erreur. Sur l'histoire des masques et le Covid, il y a un truc quand même, il faut qu'on arrête avec ça. Moi, je suis désolé, j'étais dans l'Est, on était en première ligne, c'est le moins qu'on puisse dire. On était les premiers, nous, médecins, à dire il ne faut mettre des masques que quand les gens sont symptomatiques. C'est nous qui l'avons dit, ce n'est pas les politiques qui nous ont dit il n'y a plus de masques, il faut dire qu'il ne faut pas mettre les masques. C'est les médecins, on a dit non, on leur met un masque sur le nez, et quand ils arrivaient au début, on leur mettait un masque sur le nez parce qu'ils toussaient ou parce qu'ils avaient de la fièvre. Et après, on nous a dit ah bah oui, mais ils sont contaminants 24 heures avant. D'accord, on ne savait pas. Donc cette histoire de masque, il y a eu Là aussi, moi je regrette qu'il n'y ait pas aujourd'hui, mais peut-être que ça va venir, de débriefing réel de la crise Covid. Chacun fait son bouquin, son truc, etc., dit des choses, mais il n'y a pas de débriefing réel de la crise Covid. Moi, je suis désolé, à Metz, en première ligne, en Moselle, on n'a jamais manqué de masques, on n'a jamais manqué de tenue,
On n'a jamais manqué de gants. Alors, c'était la galère. Hein. Des fois, le matin, on ne savait pas si on en aurait l'après-midi. Mais on a toujours trouvé des solutions. Donc, voilà, à un moment donné, il faut le dire. Et il y a cette image de dire on a envoyé les soignants au front sans se protéger, sans machin, etc. Moi, je ne l'ai pas constaté dans une région qui était pourtant très, très impactée. Et Donc en voilà, retour il d'expérience faudrait remettre un peu plus. politico-médiatique aussi, c'est Oui, pareil du voilà. côté des rédactions. Il n'y a aucun retour d'expérience sur Parce qui que a, ça a été sur traité. qui a été invité, comment on a traité les choses. Et puis l'erreur de communication dont vous parlez, on est allé à U, à Dien, on a avancé, on a reculé, etc. Et on n'a aucun retour d'expérience sur c'est efficace ou pas un masque finalement dans une épidémie comme ça. Parce que la question fondamentale, elle est quand même là. Est-ce que le fait de couvrir, moi je pense que tu as eu raison quand tu as dit, et moi je défendais ça sur les plateaux télé, que ça ne servait à rien d'imposer un masque, c'était, et je l'ai même écrit dans le Figaro, c'était un gadget de communication politique. Dans la Xème phase. Hein. Oui, dans la Xème phase, bien Pas sûr. la première. Non, mais c'était un gadget de communication politique. C'est-à-dire que c'est la réponse facile du politique. Quand il y a un truc qui monte, et on sait que les épidémies, de toute façon, ça monte, et puis après, ça redescend, bah dire, on fait quelque chose, puisqu'on attend que le politique fasse quelque chose. Bah, le truc facile, c'était le gadget, on sort le masque. Mais quelle est l'efficacité réelle sur un plan de transmission, casser les chaînes de transmission, etc. Même ça, nous, sur le plan scientifique, il n'y a pas cette évaluation-là. Et puis, oui, tu l'as dit tout à l'heure, et M. le ministre l'a dit aussi, c'est aussi votre côté rassurant, naturel, ou votre empathie naturelle, qui... Mais il faut s'en méfier. Oui, oui, non, mais vous avez été très clair là-dessus. Alors, je suis désolé, Gérald Kierzek doit nous laisser. Salut, pardon. Salut, ben voilà, il part. Hein. Il s'en va. Ça jette un peu. Hein. On se laisse encore une dernière question avant la conclusion. Avant la garde. Il est de garde. Non, si je peux. T'as une question? Oui. Est-ce qu'il y a une dernière question? Une ou deux? Allez, là. Alors, vous parlez de communication, mais sur de la communication, est-ce que vous avez un feedback? Et à qui vous vous adressez? Quel est l'état d'esprit et l'esprit critique des gens auxquels vous vous adressez? Ça, la problématique, c'est qu'ici, nous, on est conscient de ce qui peut être dit. Le problème, c'est la base. Le téléspectateur. Parce que le décodeur, c'est faites le 15 avant d'aller aux urgences. En tant qu'urgentiste, on m'appelle une grand-mère qui me dit mon petit-fils, il s'est fait piquer par un moustique. Est-ce qu'il faut que j'aille aux urgences parce que c'est grave, c'est rouge et ça pique. Ils perdent tout bon sens commun. Donc ça veut dire ils perdent, ça veut dire tout le monde perd. Les gens, la base. Ton téléspectateur. Ton téléspectateur. C'est ça qui me gêne. Franchement. Oui. Après, c'est vrai. Je vous jure, on essaye. Je comprends, vous êtes spécialiste, vous êtes sur le terrain, vous êtes aux affaires, vous savez ça. On essaye d'être, si vous voulez, le grand public, il est composé de dizaines de couches de population. On essaye d'être le plus clair pour tout le monde. Évidemment, vous, ça vous correspondra peut-être pas parce que vous allez toujours nous trouver un truc en disant, mais putain, il nous dit d'appeler le 15, c'est pas forcément ça. On essaye, effectivement. Il y a dans les rédactions des services de santé, des journalistes qui sont spécialisés en santé, qui sont en constante relation avec le ministère de la Santé, qui vont voir des toubibs, etc. On essaye aussi de s'améliorer, de diffuser mais on a ces retours, effectivement. On a ces retours que c'est perçu de manière complètement différente en fonction de la population à laquelle on s'adresse, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut dire... On est tous coupables, hein, si je peux me permettre de ça, parce que j'ai fait s'exprimer des spécialistes de sondage que j'ai vus, parce que je voulais comprendre comment faire passer des messages, et en particulier le message de la vaccination HPV, qui pour moi était quelque chose de très important, et comment on arrive à faire passer ce message. Et là, les gens m'ont un peu décortiqué la mentalité française, parce que ça existe, quoi qu'on dise. Le français n'est pas l'anglo-saxon dans sa façon d'accepter les décisions. Les Français, il faut leur expliquer. Je suis désolé de dire que De Gaulle a tort, les Français ne sont pas des veaux. Et quand on leur explique, les gens acceptent et comprennent. C'est ce qu'on fait en régulation. Ta bonne femme avec la piqûre chez le gamin, tu lui as expliqué que ce n'était pas grave, que machin, etc. Mais on ne fait plus ça dans la vie courante, j'allais dire. Il n'y a plus le temps de l'explication. Il n'y a plus ce temps pour prendre du recul par l'information, pour dire elle est vraie, elle n'est pas vraie, qu'est-ce que ça veut dire. Tout etc. est une question de temps. Donc, on est vraiment là-dedans. Et on est tous responsables, tous. Quand vous discutez avec les gens, ils disent mon docteur, généraliste, spécialiste, peu importe, il ne me dit rien. À l'hôpital, je ne sais pas pourquoi je reste une journée de plus, etc. Peut-être qu'on leur a dit, mais ils ne l'ont pas intégré. Donc c'est comme si on ne leur avait pas dit. Donc on a un besoin de retrouver tous
Mais de la communication. est-ce que les médias, enfin, pour en connaître certains, en particulier celui-là, là, il fait de la pédagogie à sa... Comment? Non, si, je vous promets, ils essayent d'en faire. Et ce qu'il te dit là, c'est qu'ils essayent d'en faire. Mais Il ça faut intéresse nous, on pas. les aide, entre guillemets, nous, experts, qu'on les aide. Il a besoin, le politique, c'est vrai, mais les médias Mais aussi. vous savez, c'est normal. Ce que vous me dites, c'est normal, mais quand on va voir les artisans, c'est pareil. Quand on va voir les cheminots, c'est pareil. Moi, j'ai couvert des conflits sociaux, j'ai couvert la grève à la RATP. On prend des œufs parce que on les comprend pas. En fait, on essaye d'expliquer. Mais évidemment, le chauffeur de bus, il dit, mais vous nous dites ça, vous, à la télé, mais c'est pas vraiment ça qui se passe. Et en fait, quand on se pose en disant, vous avez, on entend qu'une partie des choses. Il dit, mais quand on se pose avec la personne, au bout de 10 minutes, déjà, le ton se calme. Et je lui dis, mais vous regardez, vous avez regardé à quel moment l'antenne? Si vous nous dites que c'est déséquilibré, à quel moment vous regardez l'antenne? Ouais, et on s'aperçoit. Ouais, mais c'est ce que le collègue il m'a dit. Ah, déjà, le collègue, il a peut-être pas dit. Donc en fait, quand on compare les choses, faut tout comparer. Faut tout apprécier parce que ça va vite de dire ils comprennent rien, etc. Mais si on n'a pas tous les éléments, bah c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Concernant la crise Covid, docteur Christians, donc on s'est moins appuyé sur la médecine de ville, alors qu'en fait on a servi énormément d'intermédiaires. On était très sollicité par téléphone puisque les patients voulaient moins se déplacer pour demander à la fois des conseils. On a la même situation lors de la vaccination et actuellement avec la pénurie de médicaments. Nous sommes obligés d'appeler régulièrement des pharmacies pour savoir où trouver tel ou tel antibiotique, éviter à un patient qui est très fatigué de se déplacer dans 5 ou 6 endroits différents. Oui, mais on ne va pas faire ici le débriefing de la crise Covid, mais au début, du tout début, les médecins généralistes n'étaient pas là. Hein. Ils avaient non, mais je vous garantis, moi j'y étais. Et ils avaient fermé, et comme ils avaient fermé, on les a fait venir à l'hosto, puis ils nous aidaient à l'hosto. Donc ça, c'était très très bien. Après, ça dépendra à chaque fois à quel moment de la crise on se situe, après il y a eu réouverture des cabinets, il y a eu plein de choses qui se sont mises en place. Dès le début, tout dépend des secteurs. Moi, je suis dans le Val d'Oise. Oui, mais ça dépend dans quel secteur. Voilà, on avait le matériel, on s'est débrouillé, que ce soit avec des kinés, des pharmaciens, où on avait nous-mêmes des vieux masques, on a contrôlé notre matériel et on en a redistribué. Y compris pour des hospitaliers ou pour des pharmaciens qui n'en avaient pas assez. Ouais, on va conclure parce que, évidemment, en plus, on est tous concernés, on a tous participé à toutes ces situations et ces catastrophes et on voit que la communication, c'est tellement complexe et qu'on pourrait en parler pendant des jours, des nuits, y compris au café ou à la bière, ce qu'on va faire d'ailleurs. Mais on va, je pense, remercier très chaleureusement nos 4. On transmettra à Gérald. Merci beaucoup d'avoir animé cette table ronde qui n'est pas ronde. Et puis je laisse Benoît Vivien qui va conclure, sauf si Monsieur le Ministre vous voulez faire la conclusion, mais comme non, je vais pas faire la conclusion parce que il va faire un petit mot, ça fera la conclusion. J'ai pas assisté à l'ensemble et ce serait maladroit. J'ai simplement une remarque à vous faire parce que c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup dans le cadre de la catastrophe aujourd'hui. La catastrophe n'est plus la catastrophe, mais ça vous le savez mieux que moi, qu'on a appris de nos maîtres Huguenard, Noto, Larkan. Je crois qu'il faut qu'on sorte dans cette logique. Le changement climatique, les évolutions sociétales font qu'il y a des catastrophes qui ne sont pas en primeur des catastrophes médicales ou des catastrophes sanitaires, mais qui le deviennent de façon inéluctable. C'est tout j'aime beaucoup le terme qu'utilise Xavier Emmanuelli, qui est le terme de tectonique des populations qu'on a actuellement, c'est-à-dire ces changements climatiques qui font varier les populations, et puis il y a des zones de frottement où il y a des guerres, où il y a tout ce genre de problèmes. Et je pense que nous sommes orphelins aujourd'hui en France d'une partie de la catastrophe qui est l'humanitaire. Et c'est quelque chose qu'on a connu je regarde Catherine, il y a un certain nombre d'années, et par Kouchner et Emmanuelli quand ils étaient aux commandes, et on a perdu ça. Et je crois que si j'avais un message à passer à la SFMC, ce serait de dire ne vous détachez pas de ce versant humanitaire, de ce côté,
médico-chirurgicale de la catastrophe, mais aussi et surtout psychosociale. Alors psycho, c'est de mieux en mieux, mais le social, on a un peu oublié. Parce que les catastrophes de demain, elles seront polymorphes. C'est plus le simple tremblement de terre, le simple machin, le simple truc. C'est quelque chose de beaucoup plus global et je crois que c'est important de se plonger là-dessus. Voilà, c'était juste le message que je voulais vous passer. Voilà. Merci à tous. Merci encore, Monsieur le Ministre, pour cette conclusion.